Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Monde TV, très heureuse de vous retrouver en début d'année 2025 sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité avec des confrères, des invités en chronique. On essaie de voir ce qui se passe à l'horizon et de vous le rendre un petit peu plus digeste ici sur ce plateau. Voilà, on débute l'année avec un plateau 100% médias, hommes-femmes de médias, journalistes. J'ai comme invité grand frère, confrère, doyen, on dira même par certains, monsieur Hassan Koné, journaliste, directeur de publication de Arc-en-Ciel et de NotreNation.com. Hassan, bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, ça va. L'année commence quand même bien. Hein, oui, on a fini avec l'année 2024 qui a été une année extrêmement difficile et on fonde beaucoup d'espoir sur 2025. D'accord. On croise les doigts et on prie Dieu. Alors les enquêtes, les dossiers, l'actualité, on le traite toujours culturel. Hein, je pense que vous avez plus de spécialité en culture. L'année 2024, il y a beaucoup d'acteurs culturels maliens qui ont beaucoup souffert parce que économiquement c'était pas du tout évident. Donc avec la nouvelle année, j'espère qu'ils vont aller sur de nouvelles lancées pour remplir quand même l'animation culturelle du paysage culturel malien. D'accord. On le souhaite, ce sera Inch'Allah pour tout le monde en tout cas. Soulo est en chronique aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est Monsieur Soulo, voilà, journaliste, blogueur. Il sourit, tant de fleurs pour lui cette fois-ci. Enfin, on commence l'année. Quel honneur enfin, pour son papa. Quand même. Ah, ça va bien. Ça va, c'est Et bon. l'année débute comment chez vous? Bah écoute, on va essayer d'être positif. Hein. C'est vrai que l'année qui s'est terminée a été quand même assez périlleuse et surtout pour nous, hommes-femmes de médias, exactement. Ça n'a pas été du tout facile avec pas mal de rebondissements. Alors je vous souhaite bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Que l'année soit la meilleure possible avec une année d'accomplissement pour toutes nos entreprises, que ce soit collective ou individuelle. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année, chers confrères. Merci vraiment, apparemment, mes meilleurs vœux. Et bonne et heureuse année aussi aux téléspectateurs qui nous regardent. On fait un grand coucou à la diaspora, surtout. Voilà. Et on est vraiment ravis des messages qui nous envoient régulièrement. Voilà, messieurs, sans plus tarder, on va aller à nos sujets. Voilà, on a débuté l'année avec la présentation des vœux. Il y a aussi une présentation des vœux. Ça, c'est une culture, ça devient un petit normal, une tradition d'ailleurs même je dirais, les discours de nos différents chefs d'État. Et pour le Mali, nous allons analyser le discours du chef, le général d'armée Assimi Goïta. Voilà, il a eu un premier discours en date du 31 décembre 2024 et ensuite on ira sur le deuxième discours, les vœux, présentation de vœux, même je dirais aux forces vives de la nation. Soulo, de quoi il s'agit à votre niveau? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, hein, c'est la tradition consacrée, bon, je ne sais pas si c'est par la Constitution, mais quand même il est coutume, il est d'usage que à la veille du nouvel an, le président s'adresse à la nation comme pour faire le bilan de l'année écoulée et d'annoncer des nouvelles perspectives pour l'année qui va naître. Assimi n'a pas dérogé à la règle, le général d'armée Assimi n'a pas dérogé à la règle, il l'a fait pour cette nouvelle année. Également, c'est sa 4e fois, mine de rien, qu'il s'adresse à la nation malienne, au peuple malien, pour leur souhaiter bonne heureuse année, mais elle leur a rappelé des actions posées et de leur promettre des actions futures, dans ce sens dans son discours qui a duré à peu près un peu plus de 10 minutes, il a quand même touché à tous les sujets qui intéressent, qui normalement doivent intéresser les Maliens, à l'exception près qu'il n'a pas annoncé la tenue d'élection présidentielle, parce que moi personnellement j'ai suivi tout son discours ce jour-là,
à la télé. Et le seul point qui m'intéressait peut-être le plus avec la sécurité, c'était vraiment la tenue des élections présidentielles. Et moi, contrairement à d'autres personnes, moi, même si c'est le général Assimi qui va être le président de la République, il faut qu'on organise des élections pour qu'on sorte de cette transition interminable, parce qu'une transition restera quand même toujours une transition, mais quand on revient dans le discours, dans le fond de son discours, quand même, il a annoncé que l'année 2025 va être une année culturelle. Ça, c'est quand même, si un pays doit se développer, quand même, il doit se baser sur sa culture pour se développer. Et sur ce point, moi je suis d'accord avec lui, mais pour quel ministère? Parce que, est-ce que c'est, parce qu'au Mali, que ce soit, excusez-moi du terme, mais que ce soit au sommet de l'État ou en bas de l'échelle, on aime l'amateurisme. On ne peut pas décréter une année culturelle comme ça. C'est le président de la transition lui-même qui l'a annoncé. On ose espérer que le budget, les moyens conséquents seront mis à la disposition des acteurs culturels, à la disposition du ministère de la Culture, pour qu'on ait une année pleinement culturelle. Parce que la culture, c'est beaucoup d'acteurs, c'est beaucoup d'aspects, c'est beaucoup de choses. Au-delà de cette année culturelle qu'il a décrétée, c'est un décret présidentiel. Quand même, il a aussi parlé de l'économie, morose soit-elle. Il en a parlé, il en est conscient. Avec la crise énergétique qui ne dit plus son nom, on n'est plus dans une crise. Je crois que on va plus appeler ça une crise énergétique. On doit inventer un nom à la malienne. C'est un manque d'électricité. Voilà, un nom à la malienne pour donner c'est vraiment cette problématique, parce que on a l'impression que seulement les Maliens d'en bas qui subissent cette crise, ce manque d'électricité. Sinon en haut, ils ont de l'électricité. Donc on a l'impression que c'est un manque de volonté politique qui est là à ce niveau aussi, même si le président tente de nous faire croire que voilà, c'est son souci, il pense vraiment à ça. Nous on a l'impression que c'est le contraire qui se passe au niveau du palais de Koulouba. Et il a touché aussi au code minier, comme d'habitude, code minier avec l'ouverture de lithium, la mine de lithium de Goulemina. Donc ça peut-être, mais ça aussi, est-ce que c'est le peuple malien qui va en bénéficier, ou est-ce que c'est une certaine élite seulement qui va bénéficier de cette mine de lithium? On va voir dans les faits, on va juger ça dans les faits. Il a parlé aussi de la sécurité, comme je viens de dire, parce que moi je viens du centre, je viens de Bandiangara, et c'est la zone en 2024, c'est l'une des zones du territoire malien quand même qui a plus souffert de cette insécurité. Et on a vu que beaucoup de partis, beaucoup de contrées n'ont pas pu s'aimer, et celles qui ont pu s'aimer n'ont pas pu récolter. Et celles qui ont même pu récolter ont abandonné leur grenier en fuyant la folie meurtrière de ces gens-là. Donc il a quand même dressé un tableau un peu honorable à cette lutte. On sait que la lutte, elle est quand même farouche, la volonté est là, et les hommes sur le terrain se battent pour ça, mais on a aussi l'impression aussi que l'ennemi n'est vraiment pas diminuer, quand je dis diminuer de face sur le plan moyen, sur le plan humain, ressources minières, enfin humaines et ressources financières. Donc ça c'est un fait qu'on est en train de constater, parce que les dernières attaques, l'enlèvement de Cheikh Tal dans la zone de Nioro du Sahel en témoigne. Donc il a touché à l'éducation, aux valeurs, il a touché un peu tous. Et moi, j'ai l'impression que quand même, quand on voit le président général d'armée Assimi Goïta dans son discours devant le prompteur, moi, j'ai vu un homme très serein, très sûr de lui-même, avec le souffle qu'il maîtrise. Moi, j'ai vu vraiment qu'il était
il a dit ouf, peut-être que parce que il est général d'armée, les autres maintenant les 5 colonels, il était au même niveau maintenant, il est général d'armée, il est coiffre, peut-être c'est ça, mais quand même j'ai vu une assurance qu'il a dégagée qui m'a dit ouf. Maintenant, même quand il lisait dans les autres allocutions, quand on le voit devant le prompteur, on voyait un peu paniquer, le souffle plus rapide, le cœur qui battait plus rapide. Cette fois-ci, c'était vraiment quelqu'un qui était assuré, rassuré, qui parlait. Peut-être que ça s'annonce que il est le seul maître à bord actuellement et que tout passe par lui. Et si c'est ça, c'est vraiment tant mieux pour le Mali, pour les Maliens, parce qu'on ne peut pas gouverner un pays avec un banc présidentiel, comme aiment le dire certains dans ce cas de la transition malienne. Voilà, en grosso modo, ce qu'on peut dire sur cette adresse du président de la transition à l'endroit des Maliens. D'accord, merci beaucoup Soulo pour ce décryptage en tout cas. Hassan, votre avis, vous êtes du même avis ou pas? Bon, du même avis ou pas, bon, sur certains aspects je peux être du même avis, mais sur certains aspects c'est pas forcément le même avis parce que j'ai écouté le discours, j'ai ma vision de ses propos. Je pense que c'est un discours bilan d'abord que le chef de l'État a eu à faire. Et à sa façon, il a essayé de dégager des perspectives pour l'année 2025, même si nous ne sommes pas sûrs de beaucoup de paramètres. Et cela prouve aussi que dans son discours, il allait très prudemment, parce qu'il n'y a pas, comme vous l'avez tous constaté, hein, il n'y a pas de grande déclaration en tant que telle, mais c'est un discours qui invite le peuple malien à serrer la ceinture, à continuer dans la voie de la résilience. Et le gouvernement, l'État a besoin de l'accompagnement de tout le monde pour sortir de cette impasse. Effectivement, nous sommes dans une impasse très difficile à gérer et qui probablement aura besoin de l'accompagnement des filles et fils de ce pays-là. Et par rapport à cette crise que nous vivons depuis 2012, donc c'est ce qui fait que le Malien a adopté une position de peuple de résilience. Sinon, ça aurait été à une autre époque et face à toutes ces difficultés, on allait attendre d'autres sons de cloche. Mais en réalité, les Maliens sont conscients des difficultés dans lesquelles leur pays se trouve et ils veulent se battre aux côtés des autorités pour trouver une solution rapide à toutes ces difficultés. D'accord, il y a certains spécialistes, observateurs, chroniques aussi, qui ont pu dire, remarquer surtout qu'on a pas eu les remerciements adressé à la Russie. Est-ce que ça vous a aussi un petit peu interpellé? Exactement, côté, peut-être, on ne peut pas dire que c'est une omission, parce que le discours du chef de l'État doit passer quand même par beaucoup de personnes qui doivent lire et relire avant d'atterrir sur la table du président. Donc on ne peut pas dire que c'est une omission. Mais on sait quand même que la Russie, malgré cette partie où il n'a pas cité nommément la Russie, je crois que peut-être la Russie va se retrouver là où il salue tous les partenaires. Donc oui, dans les années précédentes, on a nommément cité certains partenaires sincères, dont la Russie. Donc cette fois-ci, il n'a pas fait cas et peut-être qu'on se pose. On s'imagine que c'est vraiment en toute indépendance et en toute liberté qu'il ne l'a pas fait. Et cela ne va pas dire que, voilà, est-ce que il y a le partenariat, est-ce que il y a un peu de d'animosité, par exemple? Voilà, non, peut-être de prudence, parce que on a quand même vu que la Russie, c'était un allié incontestable de la Syrie. Et la Syrie est tombée comme n'importe quel pays avec la Russie. Donc, peut-être qu'ils vont se dire que cette année, on va peut-être se modérer dans des déclarations des partenaires. Fadima est plus crédible que Hassan, ou Hassan est plus crédible que Fadima. On sort dans ça, on va aller vraiment dans une déclaration commune où tout le monde va se retrouver dedans. J'ai l'impression que c'était ça, parce que aucun pays n'a une amitié ou un partenariat
périn. C'est toujours, il y a des moments où les points de vue se convergent. Il y a des moments, il va y avoir des moments où les points de vue vont se diverger parce que il y a eu un point, parce que le Mali peut être ami d'un ennemi de la Russie quelque part. Donc, il peut arriver ces genres de situations, mais je crois que ce n'est vraiment pas grand-chose vu l'excellente relation qui se passe sur le volet sécuritaire entre la Russie et le Mali. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Il y a eu aussi une observation sur, par exemple, les ANEA, d'où le discours, par exemple, de l'année dernière était un petit peu plus fourni concernant les assises nationales de la refondation, mais cette fois-ci, ça a été un peu soft. Ça veut dire quoi? Les recommandations, pas mal, ont été déjà bien prises en compte ou pas? Hassan? Bon, moi je pense que peut-être ça avait été déjà fait en 2024. C'est pas forcément une obligation pour le chef d'État de revenir sur cela en 2025. Au moins annoncer les avancées par rapport aux assises nationales de la refondation, parce que c'est l'un des cahiers de charge. Exactement, surtout le taux d'exécution. Exact. Bon, peut-être pas forcément le taux d'exécution, mais peut-être des actions fortes qui ont été déjà conduites. Mais je pense que cela a été fait en quelque sorte dans le bilan qu'il a donné de façon globale et sur ce qui a été fait en 2024. Mais en même temps, sans le dire dans son discours, on a vu que des décisions étaient prises pour mettre en place un certain nombre de structures et de collégialité qui vont travailler sur la réflexion à donner certains documents ou certains dispositifs pour que le pays puisse aller dans cette orientation de grands changements. On a aussi parlé de ce dispositif qui est mis en place pour le retour aux valeurs. Je pense que tout ça, ça fait partie des recommandations des ANR. Donc, peut-être ne pas trop se focaliser sur cela en ces termes, mais passer concrètement à des actions fortes de mise en œuvre sur le terrain peut être aussi une option choisie par le chef de l'État pour ne pas focaliser son discours sur cet aspect. D'accord. 2025 décrété comme année de la culture. Comment avez-vous compris cela? Oui, moi j'ai quand même pensé à un pays qui, quand même, grâce à sa révolution culturelle, je veux parler ici de la Chine, qui est quand même sortie de l'auberge. Peut-être on a les autres années, on a copié le modèle de sécurité russe. Cette année, peut-être à partir de cette année, on va copier le modèle de développement chinois. Donc, j'ai vu de cette façon. Donc, on va se baser sur la culture pour développer, pour inculquer des valeurs de la probité morale, de la sincérité, de la dignité, de tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans les pratiques, les pratiques maliennes, c'est vraiment, on est quand même très très loin des pratiques qu'on prône. Par exemple, la corruption des chefs de famille, ou de l'argent qui se volatilise, ou l'argent entre une poignée de personnes, où les Maliens pensent que la justice n'est pas rendue conformément à ce qu'elle devait être, même si pour certains c'est vraiment la méconnaissance de la justice. Et s'il y en a qui pensent que tout est concentré ici à Bamako, ou bien certains pensent que côté langue, Bambara domine parce qu'on a la volonté de faire Bambara dominer les autres langues. Tout ça, c'est culturel. Donc, il faut peut-être aller au-delà de tout ça. Quand j'ai écouté le ministre de la Culture, Mamoudou Dafé, j'ai compris qu'ils veulent s'appuyer sur tous les acteurs culturels à tous les niveaux, que ce soit dans les communes, dans les cercles, dans les régions, pas seulement à Bamako. Mais très souvent, quand des annonces comme ça se passent, et tout va être concentré dans la grande ville, dans la capitale malienne, Bamako. Donc c'est ça qui me pose problème. Assimi a fait son discours ici à Bamako, l'année décrétée comme année culturelle, tout va se passer à Bamako. Alors que Bamako est devenu un melting pot. Il n'y a pas une culture spécifique qui se dégage à Bamako. Donc, si on va sur le modèle chinois, pour dire que on va, le contenu local dont on a parlé dans le code minier, produire malien, consommer malien, comme l'a dit à son temps Thomas Sankara,
est aujourd'hui emboîté par le capitaine Ibrahim Traoré. Si on va sur ce point, pourquoi pas? Parce que la culture, elle est quand même culturelle, c'est-à-dire la langue, les danses, tout ce qu'on a comme art et tout, mais aussi au niveau de la consommation. Donc quand on prend ce niveau, vous savez que la zone de l'Office de Niger peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, mais contrairement à ça, Mali importe jusqu'à présent des denrées alimentaires. Donc, si on met tout ça dans la valeur, sinon dans les valeurs d'un Malien qui ne vole pas, d'un Malien qui ne ment pas, d'un Malien qui est sincère, d'un Malien qui est propre, d'un Malien qui a toutes ces qualités-là, je crois que si on arrive à faire ça en 2025 seulement, parce que ça ne doit pas être quand même une seule année, ça doit être du début, ça devait être pour les enfants, parce qu'on va naître des enfants en 2025, et ces enfants qui vont être nés en 2025 doivent grandir avec ces valeurs-là, et mourir avec ces valeurs-là. Donc, je pense qu'on ne doit pas s'arrêter seulement en 2025, on doit se baser sur la culture pour développer le Mali, et le Mali Koura qui leur tient à cœur. D'accord. Hassan, dites-moi, vous qui êtes collègue plus orienté sur l'aspect culturel, à quoi doivent s'attendre les Maliens avec une telle déclaration, avec un tel décret? Bon, d'abord, il faut saluer la décision du chef d'État de décréter 2025 comme année culturelle pour le Mali. En réalité, c'est ce signal fort que bon nombre d'acteurs culturels maliens attendaient depuis de longues années. Parce que vous serez d'accord avec moi que ce pays que nous appelons le Mali regorge d'un potentiel culturel impressionnant. Pratiquement dans toutes les disciplines culturelles, le Mali regorge d'un potentiel impressionnant. Et le tourisme malien, qui se nourrit fortement de la culture malienne, peut être un outil de développement de ce pays au même titre que les aires culturelles de ce pays. Mais malheureusement, ce potentiel culturel n'est pas exploité à hauteur de souhait pour qu'on puisse sentir sa contribution dans le développement de ce pays. Donc, quand le chef de l'État, dans son discours à la nation le 31 décembre 2024, déclare qu'il décidait que l'année 2025 soit l'année culturelle pour le Mali, c'est un signal. Pour moi, c'est un signal qu'il veut donner. D'abord, il faut percevoir ça comme une instruction pour les services publics et les services étatiques. C'est une manière de dire 2025, tout pour la culture, rien que pour la culture et pour de bon. En même temps, c'est une invitation à l'adresse des acteurs culturels privés de se mobiliser, enfin tout le secteur privé malien de se mobiliser pour accompagner ce secteur à fort potentiel. Parce que c'est l'un des secteurs où on peut estimer à un très fort retour sur l'investissement. Mais malheureusement, beaucoup ne le perçoivent pas comme ça. Beaucoup perçoivent le secteur culturel comme un secteur folklorique. Et pourtant, c'est un secteur qui peut apporter énormément à un pays comme le Mali. Donc pour moi, c'est une manière pour le chef de l'État du Mali de faire cette déclaration importante afin que désormais on mette la culture au centre de toutes nos priorités. C'est vrai, et lui disait tout de suite qu'il regrette que ce soit seulement l'année 2025. Je ne crois pas que ce sera seulement l'année 2025, parce que tout le monde connaît aujourd'hui la situation économique de ce pays. Et ce n'est pas évident que l'État pourra mobiliser. C'était souhaitable. Quand on décrète l'année 2025 comme l'année de la culture au Mali, c'était souhaitable que le budget national soit mis à contribution pour accompagner cette décision fortement politique. Mais si, au regard de la circonstance dans laquelle le pays est aujourd'hui, on a des questions de trésorerie, des questions de ressources financières, le fait de déclarer est déjà important parce qu'on peut mettre cette année 2025 à profit pour travailler sur la structuration du secteur culturel malien. Qu'est-ce que nous voulons que notre secteur culturel malien soit? C'est l'occasion d'ouvrir des grands espaces de réflexion, des grands espaces de proposition pour construire un dispositif sur un an. Au moins ce dispositif pourra accompagner les acteurs culturels à continuer
à faire la création et l'animation culturelle du pays, mais et en même temps à faire ce travail-là de la refondation de l'homme malien. Parce que l'école, le système éducatif est fortement culturel. Mais il faut qu'on travaille sur un dispositif à mettre en place pour que la culture contribue à la refondation de l'homme malien. Et comment on peut le faire? On ne pourra pas le faire dans du brouhaha. Mais il va falloir qu'on réunisse les intelligences maliennes autour d'une table pour que les gens réfléchissent concrètement de ce qu'on veut faire de notre culture. De ce qu'on veut faire même du Mali. Parce que quand ce qu'on veut faire du culture déterminera, ce qu'on veut faire de la culture malienne déterminera de ce qu'on veut faire du Mali. C'est comme ça moi je perçois la chose. Parce que la chose culturelle est essentielle. Elle est très importante pour un pays comme le Mali. Et la culture malienne, exploitée dans un schéma très stratégique, je suis convaincu, peut être rentable plus que tous ces mines d'or que nous avons sur le territoire malien aujourd'hui. D'accord. En parlant de réflexion, ce jeudi exactement, il y a les travaux des États généraux sur la culture. Sur la culture, voilà. Il y a aussi un plan stratégique de la culture malienne. Est-ce que c'est un document aujourd'hui à voir, à revoir, à remodeler et tout ça? Vous avez parlé aussi de tourisme. Aujourd'hui, le tourisme malien, c'est quand même assez maigre. Hein? Oui, assez maigre. Et ça n'ose plus aussi aller au-delà même de Ségou tout près. Exactement, par rapport à ce qui se passe. Exactement, assez maigre du fait que le Mali est peint en rouge. Le Mali est peint en rouge et les Maliens, est-ce que les Maliens en tant que tels sont des touristes? Parce que il faut quand même pour cela saluer la Direction nationale du tourisme qui quand même s'abat un travail colossal pour un tourisme local, un tourisme national. Donc à Bamako ici, j'organisais des semaines ou des journées pour aller visiter des lieux emblématiques de Bamako pour enseigner les Maliens et sur un tarif très très compétitif, forfaitaire d'ailleurs. Donc pour permettre à tous les Maliens de toutes les bourses de pouvoir participer à cette excursion-là qu'organisait la direction. Donc aujourd'hui, par exemple, la zone de Banyang, la zone de Mopti, la région même de Mopti, aujourd'hui scindée avec deux régions, la région de Mopti, la région de Banyangara, même Douanza. Toute cette zone, c'était des zones touristiques qui nourrissaient, qui amenaient, qui apportaient beaucoup à l'État. Plus que, comme l'a dit Koro Lassana, plus que... Hassan, disons, plus que les mines à l'époque, avant la crise. Mais aujourd'hui, à cause de la crise, vous allez trouver que même des acteurs, des guides touristiques qui étaient vraiment là-bas, qui n'avaient pas besoin de Bamako, qui vivaient paisiblement leur vie et tout, aujourd'hui certains sont devenus des mangas, d'autres sont devenus même des fous et tout, parce que c'est vraiment un choc. Une partie s'est reconvertie. Exactement, en d'autres professions, oui, il y a une des reconversions. Mais le tourisme, c'est vraiment quand même un moteur pour le développement du pays. Maintenant, lors de ces états généraux-là, on espère que la politique générale sur la culture va être revue. Et très centrée tourisme. Exactement. Bon, pas seulement, mais quand même revue large, pour prendre en compte tout ce que Hassan vient de dire, parce que la culture n'est pas que folklorique, mais n'est pas que folklore. Mais quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression, quand on parle de tourisme, enfin de la culture, nous on a beaucoup cette notion de folklore que d'autres aspects vraiment d'enseignement. Surtout, il y a beaucoup d'enseignement dedans. Notre histoire, c'est notre culture. Donc, il faut peut-être mettre, comme il a dit, les intelligences vont être dans des salles pour se pencher sur comment on va voir la culture au-delà de 2025. Parce qu'il faut aller au-delà de 2025. Il faut un cadre, parce que maintenant, ce qui va poser problème, c'est au niveau du budget. Est-ce que le budget du ministère a évolué? Parce qu'on sait quand même que depuis... que le président va vouloir, parce que le budget de 2025 est quand même élaboré avant. Et si le président avait ça au coin de sa tête, peut-être va dire que il faut augmenter le budget du ministère parce que je veux que l'année 2025 soit une année culturelle. Donc, à ce niveau,
Hassan peut-être pourra nous donner le budget du ministère pour savoir est-ce qu'il y a eu une évolution à ce niveau. S'il n'y a pas eu d'évolution, compte tenu de comme il a dit, de déficit budgétaire ou de la tension de la trésorerie qu'on connaît, est-ce qu'on pourra même tenir cet engagement du décret présidentiel? Est-ce qu'on pourra aboutir, on pourra tenir ou même avoir le résultat escompté par le président de la transition lui-même? Parce que s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas de ressources disponibles, forcément, ça va avoir de l'impact négatif sur le résultat escompté. D'accord, donc on attend plus pour cette année une réelle promotion Exactement. de la politique culturelle malienne. Hein? Oui, bon, moi je pense que, c'est-à-dire, il ne faut pas... C'est vrai, l'argent est le nerf de la guerre, l'argent est important dans la promotion culturelle, l'argent est important dans le financement des activités culturelles, l'argent est important. Mais si on veut attendre l'argent pour pouvoir faire des choses, on ne fera rien. Parce qu'en réalité, tout le monde sait la situation actuellement, on n'a pas l'argent. Et la culture malienne a existé avant 2025. La culture malienne va exister en 2025 et elle existera après 2025. Mais c'est ce que je dis pour moi. Le fait d'avoir décrété l'année 2025 comme année culturelle, moi je ne me suis jamais dit que l'État malien allait mobiliser des milliards pour mettre à la disposition des acteurs culturels sur une année. Je ne me le dis pas. Non, j'aurais aimé. Une question qui vient naturellement dans les discussions. On aura aimé que l'État puisse mobiliser de l'argent pour le mettre à la disposition des acteurs culturels. Mais supposons que pour 2025, sans grande réflexion, sans dispositif mis en place, l'État mobilise des milliards que l'État distribue à bras le corps. Et après 2025, qu'est-ce que ces acteurs deviendront? Voilà pourquoi je dis l'année 2025. C'est un fort signal que le président de la transition donne pour dire que la culture malienne est quelque chose d'essentiel, d'important. Il donne instruction d'abord au service public de l'État à se mettre au garde-vous pour prioriser la culture. Et en même temps, c'est une invitation à tous les acteurs culturels privés à se donner la main, à se mobiliser pour qu'on puisse mettre en place un dispositif sur l'année 2025 qui ferait que la culture malienne pourra vivre après 2025. La culture pourra s'autofinancer, les acteurs culturels pourront, au rythme de leur travail, produire de la valeur ajoutée, s'enrichir et exister. On doit travailler à exploiter notre culture. J'avais tantôt dit que les gens pensent que la culture malienne, c'est le folklore. Ce n'est pas péjoratif, hein. Ouais. C'est vrai, on a le folklore qui fait partie, qui fait nos valeurs essentielles. Mais aujourd'hui, on est installé dans un monde. Il faut avoir la capacité d'exploiter ce folklore-là pour le vendre à l'international. Pour que ce folklore-là, le transformer en ajoutant de la valeur pour que cela puisse être monnayé en ressources sonnantes pour le développement du pays. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ce travail-là, et c'est ce dispositif qu'on appelle aujourd'hui s'installer dans les ICC. Il faut s'installer dans les dispositifs d'industrie culturelle créative. C'est une industrie aujourd'hui, la culture. Donc quand on parle de culture, on n'est plus dans le folklore. C'est ce folklore-là, on doit avoir la capacité. Et ça veut dire quoi? Il faut former des Maliens à transformer ce folklore-là en produit culturel qu'on peut vendre à l'international pour faire venir de l'argent. Il faut former des Maliens pour passer. Aujourd'hui, on prend l'exemple. Tout de suite, on parle de la crise malienne. De 2012 à aujourd'hui, le Mali est en train de bénéficier d'une publicité gratuite sur le plan international. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il ne se passe pas de jour qu'on ne parle pas du Mali sur les organes médiatiques à travers le monde. Aujourd'hui, le Mali bénéficie d'une publicité gratuite à travers le monde. Et c'est clair que nous sortirons un jour de cette crise-là. Et à la sortie de cette crise, voilà un pays qui va être une attraction mondiale. Des gens vont vouloir venir visiter ce pays-là qui a tenu le monde en haleine pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans cette période de crise pour mettre en place un dispositif pour recevoir tous ces visiteurs? Donc on doit ouvrir une grande réflexion sur l'avenir du tourisme malien, l'avenir du tourisme au Mali. Et moi je crois, si on travaille à cela, on peut aujourd'hui doter les régions maliennes d'infrastructures hôtelières dignes de ce nom, dans un dispositif partenariat privé-public. Tu parles ici de moyens quand même. Non, les moyens sont nécessaires.
Mais les moyens viennent après. Les moyens, on les a. Oui, on les a, c'est la réflexion qui donne les moyens. Exactement, mais surtout au-delà de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller à travailler pour une bonne compréhension des citoyens maliens de ce que c'est la culture, surtout nos enfants? Vous renforcez vraiment les programmes scolaires, les activités au niveau des écoles. Mais justement, c'est tout ce travail-là qui va être fait en 2025. Voilà pourquoi il est tout. C'est pour cela que je disais que moi, je suis bien heureux que le grand chef de l'administration publique malienne ait décidé que l'année 2025 sera l'année culturelle pour le Mali. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est pas évident que l'État puisse mobiliser des milliards à mettre à la disposition des acteurs culturels. Mais ce que l'État pourra faire, l'État pourra mobiliser un peu d'argent quand même pour mettre en place des infrastructures, pour mettre en place un dispositif qui fera vivre tout ça. Et déjà, vous avez vu, et ce jeudi-là, nous sommes déjà dans les états généraux de la culture du Mali. Et ça veut dire que c'est un espace de grande réflexion où des recommandations fortes sortiront, mais probablement on ne va pas sortir avec des recommandations qu'il faut mettre en œuvre sur 20 ans, 30 ans. Il faut sortir avec des recommandations smart, concrètes, qu'on peut mettre en œuvre et on a le résultat rapidement. Vous parlez tantôt de l'éducation des enfants. Ça peut être une recommandation forte. Et quand on sort de ces états généraux, les spécialistes sur la question de l'éducation vont travailler à voir comment on peut rapidement mettre dans le système éducatif malien, comment former les enfants maliens à la consommation des produits culturels et en même temps les former à devenir eux-mêmes. Voilà l'avantage de la culture. La culture, c'est parce que la culture est très importante. On peut travailler sur la culture pour faire venir de l'argent dans le pays. On peut travailler sur la culture pour donner des hommes maliens dignes de ce nom. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et malheureusement, on n'a jamais eu autant de force, autant de soutien, et en tant que tel, dans le dispositif administratif pour soutenir la culture malienne. Et comme c'est le chef de l'État qui le dit, nous pensons que c'est vraiment une décision politique très forte et que cette décision politique sera accompagnée par tous les dispositifs qu'il faut pour qu'après 2025, la culture malienne existe et qu'elle contribue énormément au développement de ce pays en termes de ressources, de rentrée des ressources financières, mais en termes de formatage de l'homme malien. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on a revu un petit peu ça de très près ici. On attend d'avoir des orientations politiques, vraiment les orientations politiques fortes et bien drainées, avec notre ministre de la Culture, quand même, qui est un très bon, un homme très expérimenté. Connaisseur du domaine. Un connaisseur du domaine, on pense qu'il y aura vraiment des résultats probants. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons à notre prochain sujet. Il s'agit, en tout cas, encore une fois, voilà, en début d'année, chose qui... Ça arrive les débuts d'année, c'est toujours en janvier. Déjà en janvier 2024, on avait eu cette petite crise Mali-Algérie. Voilà, à la date du 1er janvier, on voit un communiqué du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, dénonçant la persistance des autorités algériennes à poursuivre des actes d'ingérence sous l'eau. Exactement, le ministre algérien des Affaires étrangères qui a lancé aussi, cette fois aussi, on peut dire qui a ouvert les hostilités parce que l'Algérie n'a pas encore digéré jusqu'à présent que l'accord est caduc et est mort de sa belle mort. Parce que pour le ministre algérien des Affaires étrangères, il faut toujours revenir sur cet accord. C'est le seul gage, c'est le seul instrument qui garantisse la sécurité et la paix au Mali. Donc, c'est quand même, ce n'est pas rien, un ministre algérien qui parle comme ça. Et on sait que sur le front Tijawanten, il y a aussi cette tension-là entre les deux pays. Donc, pour le ministre, pour le Mali, c'est inacceptable que un dirigeant d'un autre pays parle quelque chose que le Mali a déjà tourné la page, a déjà tourné le dos. Parce que pour le Mali, cet accord, c'est fini et c'est fini. On ne va plus revenir là-dessus, c'est irrévocable, irréversible. Pourquoi le Mali ne comprend pas pourquoi l'Algérie tient toujours à cet accord-là? Donc,
c'est des bonnes guerres, hein, c'est des bonnes guerres. Et c'est là où moi, dans le discours du président Assimi, il a parlé de la bonne dynamique de la diplomatie malienne. Moi, je trouve le contraire. Parce que pour moi, des actions diplomatiques, c'est vrai, parce que moi, j'ai eu quand même certains qui me disaient que oui, parce que le Mali n'a pas officiellement saisi avant d'annoncer la caducité de l'accord, officiellement annoncé ça par les voies qui requièrent la marche diplomatique, l'Algérie pour le dire. Donc pour l'Algérie, jusqu'à présent, le Mali n'a pas saisi l'Algérie. Bon, le Mali n'est pas obligé de saisir l'Algérie pour mettre fin à quelque chose qui ne l'arrange pas. Mais un bon voisin, un bon diplomate, la diplomatie malienne quand même devait user ses usages diplomatiques. Après, malgré tout ça, si ça continuait, on allait savoir. Je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, mais selon mes informations, ce côté-là, le Mali n'a pas fait. Vous omettez quand même qu'il y avait un rappel de l'ambassade. Mali, depuis que Choguel avait annoncé l'application intelligente de cet accord, on savait qu'on n'allait pas appliquer cet accord. Et moi, j'ai rencontré une personne qui a participé à la négociation du côté gouvernement. C'était représentant de l'État malien à cet accord-là. Et la personne était au Mali, à Bamako, et à Alger pour négocier avec les groupes armés sur cet accord-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce volet a été dirigé par le gouvernement malien et la personne m'a dit, le gouvernement, depuis la signature de cet accord en 2015 jusqu'à aujourd'hui, même Ibeka n'avait pas voulu faire appliquer cet accord. Parce que, quand même, c'était sa volonté. Si on devait appliquer l'accord, Ibeka devait soumettre ça à l'Assemblée nationale pour le faire. La personne me dit que, donc, depuis qu'ils ont vu que Ibeka n'a pas voulu soumettre ça à l'Assemblée, l'accord ne va pas être appliqué. Donc, on savait qu'il y avait des imperfections dedans. Et le Malien, dans son ensemble, a quand même rejeté cet accord-là. Mais, comme je dis, de façon diplomatique, il y a ce que nous, les Maliens lambda, qui sont hors du système classique, enfin, du système diplomatique, du système en quelque sorte rigoureux et formel. Nous, on peut penser comme ça. On peut penser que le Mali a déclaré comme ça, c'est bon, on peut applaudir. Mais de façon peut-être diplomatique, il devait quand même y avoir un canal sur lequel, ou à travers lequel, il devait y avoir des communications. Est-ce que ça ne met pas en évidence comme quoi on ne veut même plus de ce schéma diplomatique? Ou même de l'Algérie, le pays même, pas le Mali. Parce que moi, je faisais partie des journalistes sur les plateaux qui disaient ceci. La crise du Mali, parce qu'en son temps, il y avait le Burkina dedans, il y avait l'Algérie et la Mauritanie. Parce que chaque fois que le Mali attaquait certains groupes, soit ils sont soignés au Burkina, sous Blaise, soit c'était en Mauritanie ou en Algérie. J'ai dit ça ne peut pas continuer. Il faut que le Mali indique clairement sa voie. Et ça, c'était depuis sous c'est même Abdoulaye Diop. Donc aujourd'hui, on le fait comme moi je le pensais, parce que moi je suis quand même journaliste, moi je vois comme ça. Mais normalement, dans les usages diplomatiques, c'est vraiment pas comme ça. Donc, certains me disaient ça, c'était vraiment des sources qui m'ont dit ça, mais moi, selon ma propre conviction, c'est que la réaction du ministre des Affaires étrangères suite à la sortie médiatique du ministre algérien des Affaires étrangères est bien logique. Le Mali devait réagir, répliquer et dire que le Mali n'est pas une région de l'Algérie. Le Mali n'est pas sous la tutelle de l'Algérie. Donc il fallait montrer à l'Algérie que, parce que dans le communiqué, ils ont dit certaines autorités diplomatiques n'ont pas. Parce que c'est pourquoi j'ai aimé le communiqué en quelque sorte. Même si, voilà, parce qu'ils n'ont pas attaqué tout le gouvernement algérien, n'ont pas attaqué toutes les autorités algériennes. Ils ont dit certaines autorités diplomatiques continuent. Donc, ce qui veut dire que le Mali fait la part des choses du côté algérien, qui est vraiment qui sont ces personnes-là qui veulent que cet accord-là revienne
pour encore maintenir le Mali sous le joug peut-être de la communauté internationale. On ne sait pas pour quel intérêt, mais quand même, l'accord, selon le gouvernement malien, cet accord, on ne le verra plus jamais, voilà, nulle part. Merci beaucoup, Soulo. Hassan, un communiqué quand même hyper tranchant, hein, hyper tranchant. Oui, bon. Et je dirais simplement, quand tu n'es pas d'accord, tu dis non. Quand tu n'es pas d'accord, il faut dire non. Et on a l'impression que c'est maintenant, on refuse l'accord d'Alger. L'accord d'Alger a été signé en 2015, si ma mémoire est bonne. Oui. De 2015 à 2024, ça fait combien d'années? 9 ans. Un accord, je prends un exemple. A et B s'asseyent autour d'une table. A et B s'accordent sur un document pour sortir d'une crise. Est-ce qu'on a besoin de 2 ans pour appliquer cet accord? Et au bout de 9 ans, on n'a pas pu l'appliquer. Donc la grande question, c'est de savoir si cet accord d'Alger, si c'est vraiment un accord sur lequel le gouvernement malien et les belligérants ont vraiment convenu d'utiliser comme document pour la résolution de la crise. Ça ouvre la question de ces résolutions de crise qu'on essaie d'imposer souvent à partir de l'extérieur. Pour moi, c'est comme ça que je comprends la non-applicabilité de cet accord pendant 9 ans. L'accord n'a jamais été appliqué pendant les 9 ans. Donc, un document qu'on n'arrive pas à appliquer pendant 9 ans, pourquoi s'accrocher à un tel document? Donc, il a été tout à fait normal que la partie malienne dénonce ce document. Mais il ne suffit pas seulement de dénoncer un document. Quand tu dénonces un document, tu mets en place un dispositif pour aller à la paix. Et je pense que c'est ce que le Mali a tenté de faire. Le Mali a essayé d'imposer la paix. Bon, malheureusement, quand le Mali a essayé d'imposer la paix, les belligérants, tout le monde sait aujourd'hui où ils sont réfugiés, où ils sont logés, où ils sont protégés. Donc on a l'impression qu'ils sont sous le couvert de l'Algérie. Et la déclaration de l'Algérie a fâché le Mali. La déclaration n'a pas été faite en Algérie. Ouais. C'est lors d'une visite dans un territoire étranger et qui est aujourd'hui considéré comme un partenaire stratégique de l'État du Mali. Quand tu vas là-bas, tu fais une déclaration sur laquelle et la guerre n'est pas la solution à la crise du Mali. Il faut qu'on revienne à ce document que personne ne veut appliquer. Quand tu vas faire une déclaration comme ça en Russie, ça veut dire quoi? Donc, l'État malien a tout à fait raison, le gouvernement malien a tout à fait raison de dire à l'Algérie, pédale douce. Pédale douce. L'Algérie a réglé sa crise terroriste comment? On peut interroger l'Algérie sur l'approche utilisée pour régler la crise chez elle. Ouais. Elle a utilisé la force armée? Elle a accepté de négocier? Ou elle s'est mise sous la tutelle de la communauté internationale. Elle n'a jamais fait ça. Quand tu refuses de négocier avec tes terroristes, tu refuses de te mettre sous la coupole de la communauté internationale. Vraiment, quand un autre pays, un pays voisin, est confronté aux mêmes difficultés, il faut aller doucement. Il faut respecter ce pays-là. Laisse ce pays-là trouver des solutions qui lui conviennent pour régler sa crise. L'Algérie refuse... Non, une précision. L'Algérie refuse d'admettre... Le Mali n'est pas preneur et n'est pas demandeuse... C'est ça, oui, mais c'est clair. L'Algérie refuse une réalité. Le MLA, le HQA, les mouvements terroristes, djihado-terroristes, c'est un vase communicant. Même narcotrafiquants. C'est un vase communicant. Sûrement, mouvement séparatiste dans la journée, mais mouvement terroriste la nuit. Et seule l'Algérie a cette capacité de pouvoir faire la différence entre les séparatistes et les terroristes. Malheureusement, comme l'État du Mali n'a pas ce don de faire cette différence, parce que nous on constate que c'est les mêmes gars, ils sont MLA, ils sont HQA, ils sont terroristes. La preuve, après l'attaque du bateau, on a vu des déclarations qui ont été faites, oui, où ils ont carrément affiché qu'ils étaient avec les terroristes. Oui. Après l'attaque du bateau,
il y a le premier communiqué qui a été publié par ce mouvement. Ouais, le CSP. Par ce mouvement, démontre à suffisance l'accointance. Donc il faut vraiment refuser de voir clair et de penser que ils sont dans des velléités de revendication des territoires, c'est un mouvement séparatiste. Ou politique. Non, ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement terroriste. Parce qu'ils l'ont démontré pendant de longs mois au Mali. C'est un vase communicant. Il faut que l'Algérie le comprenne. Si l'Algérie refuse de le comprendre, nous allons penser que l'Algérie doit avoir un autre agenda. D'accord. Parce que l'Algérie ne pourra pas être plus royaliste que le roi. C'est le Mali. Non, c'est le Mali qui est confronté à sa difficulté. Ouais. Mais l'Algérie ne peut pas avoir la solution infuse à notre problème. Et sans nous consulter. Vous voulez régler notre problème sans nous. On n'est ni demandeur ni preneur. Moi, ce que je reproche un peu à la diplomatie malienne, c'est vraiment ce côté résultat qu'on ne voit pas. Parce que moi, je veux vraiment que notre diplomatie amène beaucoup de partenaires sur la cause malienne. Parce que dire tout ce qu'il est en train de dire. Parce que si l'Algérie se permet d'aller dire à un de nos partenaires dits sincères, devant là-bas pour leur dire, parce que même je crois que sur la tribune du Conseil des Nations Unies, ils ont dit ça. Et même là aussi, le ministre de notre diplomatie avait réagi quand ils ont dit que des épourateurs, des drones qui ne sont même pas contrôlés par l'État malien tuent des civils, tout ça. Vous voyez que c'est des actions diplomatiques intenses que l'Algérie mène contre le Mali. Mais à contrario, à part nous, ce qu'on fait comme communiqué et tout, moi je ne vois pas des actions diplomatiques fortes pour montrer à l'Algérie que le Mali aussi a des partenaires devant lesquels... La diplomatie aussi, c'est pas pour rien qu'on dit diplomatie. Oui, mais quand on les répond comme ça... Là, c'est une rupture même, carrément. C'est pas... On ne veut plus non, y a pas, que ce soit ici. Non, il n'y a pas de rupture en tant que telle. Il n'y a pas de rupture en tant que telle. Je pense jusqu'à présent, il y a un ambassadeur malien qui est en Algérie, il y a un ambassadeur algérien qui est au Mali. Bon, même si souvent, de temps en temps, chaque État appelle son ambassadeur pour consultation, mais il n'y a pas de rupture. Certains spécialistes pensaient que ça allait être... Non, il n'y a pas de rupture. La rupture entre le Mali et l'Algérie sera très difficile d'ailleurs, parce qu'il faut reconnaître que on partage beaucoup d'histoires ensemble, et c'est ce qui fait souvent que le Mali a raison de se fâcher. Parce que l'Algérie ne paye pas le Mali comme il se doit. Voilà, l'Algérie ne rend pas la monnaie au Mali. Exactement. L'Algérie ne rend pas la monnaie au Mali. Et nos autorités l'ont rappelé. Il fut une époque où ce pays a été un soutien énorme pour l'Algérie. Mais c'est vrai, bon, la diplomatie dont tu parles, c'est en fonction de la puissance de chaque État. Et je pense que c'est parce que le Mali, le Burkina et le Niger ont compris que la diplomatie aussi, c'est pas des paroles dans le vide. La diplomatie est assise sur une puissance, qu'elle soit économique, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit militaire, qu'elle soit nombre de population. Donc avec l'AES, ils ont un dispositif diplomatique qui peut donner beaucoup plus de bruit. D'accord. Voilà. Monsieur, le temps risquerait de nous faire défaut. Merci beaucoup. Nous avons eu ces deux sujets d'ordre national. Voilà, on va en région, on va en République de Guinée, toujours dans les vœux adressés à la nation. Le général Mamadou Doumbia, dans un message à la nation de 53 minutes quand même, y compris les génériques. Bon, je me suis amusée à faire un petit comparatif pour le général d'armée Assimi Goïta, c'était à peu près une dizaine de minutes. Avec les génériques, c'est 14 minutes. C'est 14 minutes. Ouais. Doumbouya, quand même, il en a dit. Hein, il en a dit plein de choses, mais ici, sur ce plateau, on ne fera pas un décryptage de tout ce discours-là, quand même, qui est énorme. Mais ce qui nous a beaucoup retenu l'attention, il s'agit de l'annonce comme quoi 2025 sera une année électorale. Effectivement, comme le Mali, pour tous ceux qui suivent l'actualité, savent que la Guinée aussi
est en transition militaire depuis à peu près 3 ans, suite au coup d'État mené par les hommes de Mamadi Doumbia contre le président démocratiquement élu Alpha Condé. Depuis lors, il y avait des discussions entre la CEDEAO et la Guinée sur un calendrier de 18 mois, de 18 mois à 22 mois, ainsi de suite, jusqu'à 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus, est-ce que la Guinée aussi emboîte le pas aux 3 pays de l'AES, ou est-ce que la Guinée est avec la CEDEAO dans le dispositif légal de la CEDEAO. On ne sait pas ce que ce régime veut en fait. C'est pourquoi je crois que les forces vives de la Guinée, communément appelées FVG, se mobilisent pour dire qu'elles ne reconnaissent plus le général Mamadi Doumbia comme le président de la transition. Ils demandent, ils appellent à une transition civile. Donc vous l'avez vu le lundi passé, le lundi 6 janvier dernier, ils ont voulu manifester ils ont appelé à manifester partout. Même l'ancien président Alpha Condé lui-même a fait des appels, celui d'Alain Diallo a fait des appels, mais le dispositif sécuritaire était de telle sorte que il n'y avait pas issue pour bien manifester. Malgré cela, il y a eu quand même un enfant qui a été touché par balle et qui a succombé à ses blessures. Aujourd'hui, Mamadi Doumbia, depuis son accession au pouvoir à aujourd'hui, on a l'impression qu'il tâtonne. On a l'impression qu'il n'a pas une bonne direction. Il ne sait pas dans quelle direction il veut aller. Donc, parce que la Guinée, au Mali, on peut, au Mali, faire une lutte acharnée. Ouais, mais au Mali, qu'il a fait dernièrement. Au Mali, mais il parle de la corruption, mais on parle de dizaines de tonnes d'or disparus. Comment ces tonnes d'or du trésor guinéen qui disparaît, comment ça s'est fait? Donc, est-ce que, voilà, il y a tout ça. D'un côté, on voit les annonces, mais les effets, les pratiques, c'est tout autre. Donc, il y a ça. Au Mali, au Burkina, au Niger, on peut prétester que c'est la situation sécuritaire. Mais en Guinée, il n'y a pas ces crises-là. Ils n'ont pas de crise sécuritaire, ils n'avaient pas de crise politique. Et les crises politiques, parce que sous même Alpha Condé, au moment où on lui faisait le coup d'État, la crise politique avait déjà passé. Donc, Mamadi Doumbia, est-ce que il veut rejoindre, parce que la CEDEAO, je crois aussi que la CEDEAO a peur de lui mettre la pression la pression, parce qu'ils ont peur qu'ils disent, moi aussi je pars de la CEDEAO, je vais rejoindre l'AES. Donc lui, il profite les deux. Il a un pied à la CEDEAO, un autre pied à l'AES, parce que toutes les condamnations faites au pays de l'AES, il n'a pas pris part. Il a dit la Guinée est ouverte. Moi, je n'inflige pas ces sanctions. Mais, de l'autre côté, il n'a pas dit qu'il part de la CEDEAO. Donc, on ne sait pas. Et la CEDEAO a peur. Donc, lui, c'est lui qui profite, en fait. Il n'a pas de pression. Et aujourd'hui, les Guinéens n'en veulent plus de lui. Et quand les Guinéens disent qu'ils n'en veulent plus, avec Alpha Condé, on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils ont fini par avoir la peau de Alpha Condé. Et il va dans un bras de fer avec les Guinéens, moi je pense que 2025, au lieu que ce soit une année électorale en Guinée, va être une année aussi de coup d'État qui va le renverser. D'accord, merci beaucoup. Soulo, c'est votre appréciation de toute cette histoire. Hassan, pensez-vous que pour 2025, ça va être des jours assez difficiles pour le général Mamadou Doumbia? Oui, malheureusement, c'est cette impression qu'on a déjà avec le discours de 58 minutes, vous avez dit. Vous avez parlé d'un discours 53. Voilà, un discours de 53 minutes, mais pour moi, c'est un discours de 53 minutes qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'immédiatement après son discours, on a vu à Conakry, des gens sont descendus dans les rues. Bon, ce n'était pas souhaitable. Je pense aujourd'hui que la sous-région n'a plus besoin de violences politiques. Il va falloir qu'on travaille intelligemment à sortir de ces violences politiques qui ne nous ramènent pas à grandes choses. Et même en Guinée, ils peuvent
et éviter la violence politique. C'est vrai. Bon, c'est vrai que Mamadi Doumbouya est arrivé par la voie d'un coup d'État à la tête de l'État guinéen. Bon, le discours à la nation, les Guinéens s'attendaient qu'il donne un chronogramme ou qu'il dise carrément qu'il n'allait pas être candidat. Et c'est vrai, c'est une année électorale qui a annoncé, mais je pense que l'action a été plutôt mise sur le vote de la Constitution, voilà, une réforme constitutionnelle. Donc les Guinéens se demandent à quoi ça va servir cette réforme constitutionnelle, là où on attendait que le président dise qu'il partait et qu'il ouvrait les élections. Mais ce n'est pas toujours mal parce que de nombreux Guinéens soupçonnent Mamadi Doumbouya de ne pas vouloir lâcher le pouvoir. Bon, pour moi, ce n'est pas compliqué. On est dans un jeu démocratique. Il faut peut-être, au lieu de que les partis politiques en Guinée appellent les militants à descendre dans la rue pour entretenir la violence politique, il serait intéressant que les partis politiques, du moment que le paysage politique est ouvert démocratiquement, il serait intéressant que les partis politiques guinéens travaillent à mobiliser les militants, à se préparer pour des élections éventuelles et à former des coalitions. C'est ce que je dis. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Si Mamadou Doumbouya veut être candidat, qu'on le laisse pour éviter des violences politiques, on le laisse, il devient candidat. Et comme c'est un jeu démocratique, si les Guinéens arrivent à travailler sur des bonnes listes électorales, arrivent à travailler sur de bonnes élections, une bonne coalition de l'opposition, Mamadou Doumbouya pourra le vaincre dans les urnes. On avait l'exemple ailleurs en Afrique. Ça a été le même cas entre Laurent Gbagbo et Guy Robert à l'époque. Gbagbo a battu Guy Robert dans les urnes. Bon, c'est vrai, après on a vu tout ce que ça coûtait à la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, il va falloir qu'en Afrique, on travaille de plus en plus de façon stratégique à éviter la violence politique. Mais sur cela aussi, rien ne prouve que la majorité des Guinéens n'est pas avec Mamadou Doumbouya. Rien ne le prouve. La Guinée n'est pas différente. Non, je vais simplement dire, on n'a rien qui le prouve. N'est pas différent du Mali. Je suis d'accord. Quand on est au pouvoir, tout le monde est avec soi, mais rien ne nous prouve aujourd'hui que la majorité du peuple guinéen n'est pas d'accord avec Mamadou Doumbouya. En tout cas, donc, au niveau des communications médiatiques, et au niveau des médias, c'est un peu corsé. Voilà, donc je vois... Il a rétréci même l'espace civique. Non, on a vu... Il a rétréci l'espace... Il a fermé des médias... Sortons de tout ça. Il a fermé des médias parce qu'on n'est pas sur le terrain pour juger la matérialité, la réalité des faits. Mais ce qu'on constate, on analyse les faits, c'est les opposants à Mamadou Doumbouya qui ont invité les militants, regroupés dans une structure, ont invité les militants à descendre dans la rue. Qui ont été empêchés. Et moi je dis, ça ne sert à rien d'entretenir la violence politique. Au lieu d'inviter les militants à descendre dans la rue pour des violences politiques, préparons nos militants, même si Mamadou Doumbouya veut être candidat à l'élection présidentielle, préparons nos militants, réunissons les conditions pour aller à des élections équitables et justes. Non, après ces partisans à descendre dans la rue, c'est pas appelé à faire des violences. Non, Soumaïla Cissé en 2018, quand il y a eu... Non, c'est une violence. Non, c'est pas de violence. On a marché pendant combien de mois? Il n'y a pas eu... Tu sais pourquoi je dis violence? Non, mais on peut appeler les partisans parce que la violence appelle violence. Tu sais pourquoi je dis violence? Si tu appelles tes partisans à descendre dans la rue, avec des bons mots d'ordre, l'autorité de police décide que la manifestation n'est pas autorisée. Ouais. On a réuni les conditions déjà d'une violence. C'est ça. Et malheureusement, c'est de ça, moi je parle de violence politique. Il va falloir qu'on travaille stratégiquement à éviter les violences politiques dans notre sous-région. Travaillons à avoir des espaces démocratiques apaisés. Parce que pour finir, cette violence politique n'arrange personne. Oui, mais doyen Hassan, ça n'arrange personne. Vous savez. Tu as vu Mamadou Doumbouya. Il est venu, il a fait le procès à Dadis. Dadis est jugé parce qu'il y a eu des violences politiques. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que la Guinée est en train de réunir les mêmes conditions pour retomber dans une autre violence politique qui va appeler un autre procès. Je ne sais pas le procès de qui demain. Dadis l'a même dit lors du procès déjà. Je ne sais pas le procès de qui demain. En écoutant ses propos, il avait même... Donc il va falloir que les acteurs politiques guinéens comprennent que, comme tu l'avais toujours dit, on n'a jamais affaire à un banc présidentiel, on a affaire à un fauteuil présidentiel. Et le fauteuil présidentiel est fait pour une seule personne. Mais pour accéder à ce fauteuil présidentiel, il faut qu'on travaille sur les règles claires pour y accéder.
Et on peut le faire, les Guinéens peuvent le faire sans que les uns et les autres ne musclent les bras, quoi. C'est de ça que je parle. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, c'est la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce décryptage. Pour nos téléspectateurs, on leur souhaite toujours une bonne et heureuse année 2025 avec plein de réussite dans les projets, du bonheur, voilà, la paix, la sérénité. Et je dirais l'électricité aussi, ça compte quand même. Sous l'eau, oui. On se dit à la prochaine. À la prochaine et merci à la diaspora qui nous suit sur Mandé TV et qui font des réactions positives à l'endroit de Mandé TV. Merci beaucoup. Hassan, doyen Hassan, on ne manquerait pas de vous faire revenir s'il le faut. Merci vraiment, mais je préfère que revenir sur des questions souvent culturelles parce que la politique de la sous-région aujourd'hui nous pose énormément de problèmes, quelle que soit l'analyse que tu vas faire d'une situation politique, tu es obligé de prendre position pour ou contre quelqu'un, c'est comme ça, c'est interprété et malheureusement cela est souvent gênant parce que nous sommes dans un contexte où on parle de démocratie, mais on n'est pas fortement prêt à être des acteurs de la démocratie, malheureusement. Merci beaucoup. C'est un petit message, on va dire, à l'endroit des Kissoulo peut-être. Un message politique, hein. bien compris, d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Téléspectateurs de Mandé TV, je suis avec le grand frère, vraiment très appréciable, monsieur Hassan Koné, journaliste, directeur de publication de Arc-en-Ciel. Et notre-nation.com, en chronique, nous avons monsieur, encore une fois, Bourema aujourd'hui. Journaliste, blogueur. Il reçoit les fleurs de 2025, voilà, mais ça ne va pas durer, hein, ça ne va pas durer longtemps. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de ces fleurs-là dans les montagnes là-bas, il n'y a pas d'eau. Voilà. C'est de Mandé TV. On se dit à la prochaine. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine. Merci. Hein?